Bonjour à tous, bienvenue en direct pour la poursuite de l'édition de l'IDAT 2020. C'est toujours un moment très attendu, presque à la mi-journée. Nous accueillons aujourd'hui le président directeur général du groupe Orange et par ailleurs président réélu de GCMA, qui est le groupement de tous les acteurs télécoms dans le monde. Un moment attendu parce que Stéphane Richard est un fidèle de l'IDAT et nous sommes très heureux de l'accueillir à l'occasion de cette nouvelle édition. Merci Stéphane Richard, merci en tout cas de partager avec toutes celles et ceux qui nous suivent ce matin la pensée de Stéphane Richard et du groupe Orange face aux nombreux défis qui vous attendent. Merci. Merci beaucoup et je suis heureux de vous retrouver dans des circonstances un peu particulières. C'est l'occasion peut-être de faire le point sur le secteur du numérique dans son ensemble, dans cette crise tout à fait inédite que nous connaissons, puis de passer peut-être quelques messages sur les convictions qui sont celles d'Orange, qui sont un peu les miennes aussi, puisque ça fait maintenant 10 ans que j'ai l'honneur de présider ce groupe. Donc ça fait de moi déjà un ancien du secteur. Et puis c'est vrai que la GSMA, que je préside aussi, en tout cas le board depuis 2 ans, me donne à la fois un point d'observation, un point de connaissance aussi de l'industrie au niveau mondial qui est assez précieux. Peut-être simplement pour ce propos 4 idées qui sont à la fois des constats et un peu des convictions pour l'avenir. La première de ces idées, c'est que on en avait tous un peu le pressentiment jusque-là, mais je crois que cette crise l'a démontré, le numérique dans son ensemble, dans toutes ses composantes, est devenu absolument essentiel dans les sociétés contemporaines et il a montré son importance aussi toute particulière dans la crise que nous avons vécue, dans laquelle nous sommes malheureusement toujours. Le numérique, il a fait la preuve de ce caractère absolument vital dans le fonctionnement des sociétés, des économies contemporaines pendant la crise sanitaire. Je vais en donner quelques illustrations rapides. Les réseaux de télécommunications n'ont jamais été autant critiques et d'ailleurs autant sollicités aussi que pendant ces derniers mois. Rappelez-vous, le premier confinement, on a eu des multiplications par 2, voire par 3 du trafic de la voix. D'ailleurs, cette crise a permis de finalement retrouver aussi l'importance de la communication par la voix. Sur les réseaux fixes, on a connu des augmentations de trafic de plus de 30% en volume pendant les confinements. On a dû d'ailleurs adapter aussi nos infrastructures, notamment les liens transatlantiques, qu'il a fallu doubler en capacité très rapidement. Le numérique a permis de soutenir aussi l'action des pouvoirs publics et des hôpitaux, et c'est très important, on y est très attaché, à travers par exemple les capacités qu'on a dû mettre en place pour les services d'urgence, les SAMU, la cybersécurité des hôpitaux, ça paraît incroyable, mais vous vous en souvenez, notamment lors du premier confinement, il y a eu beaucoup d'attaques cyber sur le monde hospitalier, et notamment sur la PHP ici à Paris. Nous avons également mis à disposition des données qui ont été précieuses aussi pour gérer et anticiper l'évolution de l'épidémie dans des conditions extrêmement rigoureuses sur le plan de la protection des données. Vous savez que ça a été important. On a beaucoup participé aussi, nous, Orange, à la mise en place de l'application qui s'appelle aujourd'hui Tous Anti-Covid, qui a connu des démarrages difficiles. Il faut dire que le timing n'était pas idéal, mais qui aujourd'hui a été téléchargée par plus de 10 millions de Français. Et donc, on peut dire que la deuxième fois était la bonne. Et puis Orange, là, plus pour l'entreprise, a été extrêmement actif pour faire jouer à plein son devoir de solidarité dans cette période particulière. On a fait beaucoup de dons de matériel aux hôpitaux, pas seulement des matériels informatiques ou numériques, mais aussi des masques, par exemple. Et puis notre fondation a été également très active. Il est évident pour tout le monde que c'est le numérique qui a permis d'assurer, pendant toute cette période difficile, une forme de continuité malgré tout de la vie économique d'abord, à travers en particulier le télétravail massif. Je citerai juste un exemple qui est le cas du groupe Sanofi,
que nous avons équipé de façon à ce que 75 000 personnes chez Sanofi puissent télétravailler en l'espace de quelques jours. Ça a été le cas, bien évidemment, aussi pour les propres équipes d'Orange. Et puis la vie sociale, j'allais dire la vie humaine, parce que c'est grâce au numérique qu'on a pu peut-être mieux lutter contre l'isolement, qui est un des dommages très importants de cette crise sanitaire, que nous voyons d'ailleurs ressurgir aujourd'hui avec ce deuxième confinement, mais aussi l'éducation à distance, le divertissement. Et c'est vrai que le streaming notamment, les services de streaming ont été particulièrement sollicités pendant tous ces mois. On peut toujours ironiser là-dessus. En même temps, c'est vrai que je pense qu'on a besoin plus que jamais en ce moment aussi de trouver des moments où la culture, le divertissement eh bien, permettent peut-être d'alléger un peu cette espèce d'anxiété générale que nous vivons. On dit beaucoup que les Français, surtout ces jours-ci, ces semaines-ci, sont déprimés et qu'on voit une montée un peu de ces risques aussi psychologiques sur la population. C'est vrai que le numérique est aussi un des moyens qui permet de lutter contre cela. On a essayé aussi d'exprimer vis-à-vis de nos clients, notamment en France, notre solidarité en offrant notamment des capacités de data exceptionnelles à tous nos clients. Donc ça, première idée simple, le numérique a prouvé, je crois, si besoin était, son importance à la fois économique, mais aussi sociale et sociétale dans cette crise exceptionnelle que nous avons traversée et dans laquelle malheureusement nous sommes encore. Au-delà de ça, et c'est ma deuxième idée, c'est un lien d'ailleurs avec ce que je viens de dire, mais c'est aussi, je crois, une des tendances de fond pour les années et même les décennies qui viennent. Le numérique est plus que jamais pour nous un vecteur de croissance inclusive. On parle beaucoup de l'inclusion aujourd'hui. On sait que nos sociétés, un peu partout dans le monde d'ailleurs, sont pénétrées et traversées par beaucoup d'inégalités. Et au fond, le numérique, ça peut être un peu qui tout double. Ça peut être un facteur d'inégalité supplémentaire, peut-être celui de trop dans l'humanité, mais ça peut être aussi, et c'est évidemment la vision plus optimiste qui est la mienne, un formidable vecteur d'inclusion. Si on commence par parler 2 secondes de la France, je crois qu'il faut que chacun mesure le fait que ce qu'on appelle la fracture numérique est une réalité profonde, y compris dans notre pays. Pas tant d'ailleurs pour des problèmes de couverture, hein. C'est bien qu'il y a encore des zones blanches, que la fibre n'est pas partout, on y reviendra. Mais surtout parce que beaucoup de Français, on estime à plus de 10 millions de Français le nombre de ceux qui s'estiment exclus du numérique. C'est souvent parmi les populations les plus fragiles d'ailleurs qu'on les trouve. Cette précarité numérique, les études le montrent, elle s'explique par 3 causes majeures. La première, c'est le manque d'équipement, et éventuellement de connexion, hein, mais surtout le manque d'équipement. Ça pose le problème aussi de l'accessibilité des équipements de base qu'il faut pour devenir un citoyen du numérique. La deuxième cause, c'est ce qu'on appelle l'électronisme, hein, l'analphabétisme numérique, c'est-à-dire l'incapacité ou les difficultés que beaucoup ont à, je dirais, maîtriser les outils de base du digital. Et puis, il y a un facteur qui est le plus important d'ailleurs en poids, hein, qui est plus culturel un peu, hein, c'est-à-dire sentiment presque d'une inquiétude, d'une défiance ou d'une méconnaissance de ce monde numérique et d'une peur, quelque part, d'une peur collective. Donc ce sont tous ces facteurs qu'il faut essayer de traiter, car à l'évidence, l'absence aujourd'hui d'accès au numérique est un facteur d'inégalité très profond et peut conduire à des conséquences très lourdes, des conséquences d'exclusion économique, mais peut-être aussi des conséquences politiques. On le voit à travers notamment certains votes hein, qu'on peut enregistrer dans les élections. C'est la raison pour laquelle nous, chez Orange, nous avons choisi ce combat pour l'inclusion par le numérique et l'inclusion du numérique comme un des combats tout à fait prioritaires pour les années qui viennent. Le déploiement de nos infrastructures et des réseaux, il permet aussi évidemment de lutter contre l'isolement des territoires et aussi de soutenir l'emploi et la distribution de l'emploi sur l'ensemble du territoire. Cette question de l'aménagement du numérique du territoire, qui est un thème
pour lequel les Français, j'allais dire un peu l'école française, hein, un rôle particulier, une sensibilité particulière, on le trouve moins fort, je dirais, dans beaucoup d'autres pays, y compris en Europe. On est très investi en France sur cette question de l'égalité des territoires. Et nous, Orange, bien évidemment, plus que peut-être quiconque, parce qu'on se sent une responsabilité aussi hein, dans cette question de l'égalité des territoires, et en tout cas de la capacité à irriguer l'ensemble de nos territoires avec nos technologies. À ce titre, je voudrais rappeler rapidement que, la France est aujourd'hui, depuis cet été 2020, le premier pays fibré d'Europe, en termes de nombre de foyers raccordables à la fibre, que d'ici 2 ans, la France sera un des pays les plus fibrés au monde. Donc je pense que c'est quand même un acquis, je dirais, hein, enfin je projette un peu, mais un très beau résultat de, je dirais, la conjugaison à la fois d'une impulsion politique et publique qui a été très forte sur ce thème, mais aussi du fait que tous les opérateurs ont joué le jeu, et en particulier, bien évidemment, Orange, qui a été la locomotive de ce chantier énorme. On a investi massivement. Le résultat des courses, c'est quand même que, en effet, la France va avoir, du point de vue de ses infrastructures fixes de très haut débit, une situation exceptionnelle dans le monde, exceptionnelle en Europe. Je me permets toujours de rappeler que nos grands voisins européens ne connaissent pas cette situation, enfin cette réussite quelque part, à l'exception de l'Espagne qui a également, comme nous, pris ce chantier il y a quelques années. C'est quand même un beau résultat, et la crise sanitaire, évidemment, a pesé hein, sur ce chantier de la fibre, mais je dirais, grâce à tous les efforts qui ont été accomplis, et notamment grâce à l'engagement d'Orange et au fait que, dès le début de cette crise, nous avons fait ce qu'il fallait pour que tout l'écosystème qui permet le déploiement de la fibre, je pense notamment à tout le tissu des sous-traitants qui réalisent concrètement ce chantier, ne soit pas trop affecté par cette crise. On les a accompagnés, on leur a fait des avances de trésorerie, on a pris en charge leurs coûts. Tout ceci nous a permis de ne pas arrêter ce chantier et de faire en sorte qu'en 2020, ce que je peux vous dire aujourd'hui, on déploiera au moins autant de prises qu'en 2019. Ce que je trouve quand même pas mal, pardon de le dire ici simplement, quand on voit ce qui s'est passé cette année. On a repris d'ailleurs depuis cet été un rythme extrêmement élevé sur le déploiement de la fibre. Du côté du mobile, vous le savez, tout le secteur en France est engagé dans un effort sans précédent pour améliorer la couverture des zones rurales. C'est ce qu'on appelle le New Deal, qui est, je trouve, là aussi plutôt un bel exemple, à ma connaissance unique hein, aujourd'hui dans les grands pays développés, d'un deal finalement, hein, comme son nom l'indique, entre le gouvernement et les opérateurs, un deal équilibré, un deal gagnant-gagnant, dans lequel, grâce auquel finalement, on a pris des engagements d'investissement considérables, 3 milliards d'euros, 5000 sites nouveaux déployés pour améliorer la couverture des zones rurales. Donc je pense que du côté vraiment de ce chantier, qui est finalement la base de tout, parce qu'on peut toujours disserter sur l'importance de la digitalisation de la société et tous les progrès qu'on en attend, ça commence quand même par les infrastructures. Et je crois que de ce côté-là, la France n'a pas raté cette opportunité. Enfin, le dernier point sur la croissance inclusive, au-delà de l'égalité du territoire, au-delà de la conscience que nous devons avoir de la fracture numérique, c'est que je crois profondément que le numérique est un vrai facteur d'égalité des chances. Là aussi, c'est un thème auquel on est peut-être plus sensible en France que dans d'autres pays, mais qui, je crois aussi, avec cette crise, devient une préoccupation mondiale. Le numérique est un facteur d'égalité des chances, à condition de le rendre accessible à tous, par la couverture et par la résorption, je l'ai dit, de la fracture numérique. Mais il est évident que ce soit en termes d'insertion dans le monde du travail, d'accès à la culture, d'accès à l'éducation, d'accès à la santé, notamment pour les personnes en situation difficile, les jeunes, les demandeurs d'emploi, les personnes âgées, les personnes qui souffrent de handicap. Pour toutes ces questions-là, le numérique est une opportunité exceptionnelle.
nous essayons aussi d'y apporter notre contribution, au-delà de ce que nous faisons en tant qu'opérateurs, à travers les actions de la Fondation, qui accompagne chaque année plus de 60 000 personnes. Troisième idée, je vais accélérer, qui me paraît fondamentale, c'est que le numérique est un outil de performance écologique. Alors, il y a eu des débats autour de la 5G sur, au fond, est-ce que la 5G est une bonne chose pour la transition écologique ou pas. Vous savez qu'il y a des sensibilités qui se sont exprimées, qui ont pointé notamment l'empreinte énergétique, la consommation énergétique de la 5G. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur la question, beaucoup de choses fausses, malheureusement d'ailleurs. Je crois qu'il faut quand même se rendre à une évidence, c'est que le numérique, le digital, n'est pas en soi un problème par rapport à l'atteinte de la neutralité carbone et à la transition écologique, c'est une solution. C'est même peut-être la principale, la plus puissante des solutions qui est à notre disposition aujourd'hui. Pourquoi c'est une solution? Parce que là aussi, je dirais, les études sérieuses le montrent, le CO2 que nous pouvons émettre dans l'industrie du numérique, à travers les réseaux de télécom ou par exemple les data centers, bien sûr, il ne faut pas l'escamoter, il faut travailler dessus, je vais y revenir, mais ce CO2-là permet surtout d'économiser beaucoup de CO2 partout ailleurs. Vous savez qu'on estime qu'il y a un rapport de 1 à 10 entre l'émission de CO2 du secteur du numérique dans son ensemble et ce que ça permet d'économiser en fait comme CO2 par l'ensemble des autres activités, notamment par l'industrie. Il y a une condition, évidemment, pour arriver à ce bon résultat, c'est que les opérateurs, déjà, du numérique, et d'abord les opérateurs télécoms, prennent des engagements très forts en ce qui concerne la maîtrise de leur propre empreinte écologique. C'est ce que nous avons fait chez Orange, déjà depuis 2010, en fait, puisqu'on a, en 2010, lancé un plan de réduction de notre consommation énergétique, et puis on a décidé de passer à la vitesse supérieure avec le dernier plan 2025, pour lequel, vous le savez certainement, on s'est fixé un objectif de neutralité carbone sans compensation à l'horizon 2040, donc avec 10 ans d'avance sur les accords de Paris. Et c'est un sacré défi, parce que cette neutralité carbone, il faudra être capable de l'atteindre, alors même qu'on a des volumes de données qui transitent par les réseaux qui continuent d'augmenter, et une explosion des usages notamment qui va être amené par la 5G. Et donc, c'est un objectif quand même très, très ambitieux. On l'a fait pour Orange. Et là, je prends une seconde ma casquette GSMA pour dire que pour l'ensemble de l'industrie au niveau mondial, cette question de l'ambition écologique à travers, je dirais, les propres engagements que l'industrie des télécoms peut être amenée à prendre est une priorité absolue au niveau mondial pour la GSMA. Tout le monde, d'ailleurs, tous les opérateurs du monde se sont préoccupés de la question. Et il y en a qui ont même pris, d'ailleurs, des objectifs encore plus ambitieux, puisqu'on a certains opérateurs, je pense notamment aux pays du nord de l'Europe, qui se sont fixés des objectifs de neutralité carbone encore plus rapprochés que 2040. Il y en a même qui ont visé 2030. Alors, pour y arriver, il faudra faire des tas de choses, bien évidemment. Il faudra qu'on verdisse nos propres investissements. On peut le faire déjà presque naturellement par les technologies qu'on utilise aujourd'hui. La fibre optique, par exemple, consomme 3 fois moins d'énergie que la DSL. La 5G, quoi qu'on en dise, c'est une amélioration de 1 à 10 en termes d'empreinte environnementale et d'empreinte énergétique à consommation de data équivalente, bien entendu, par rapport à la 4G. Mais ça ne suffira pas et il faudra explorer beaucoup d'autres domaines. J'en citerai juste un, parce qu'il est au croisement de cette ambition écologique, mais aussi de questions économiques, qui est le partage des réseaux. Quand on fait du partage du réseau, ce n'est pas uniquement pour optimiser nos ressources, nos investissements et nos dépenses opérationnelles, c'est aussi pour répondre à cet objectif environnemental. Quatrième et dernière idée que je voulais ici évoquer avec vous, elle est plus politique et européenne, je dirais. On sait bien depuis un certain nombre d'années que la confrontation pour le leadership économique et technologique dans le monde se fait de plus en plus entre les deux superpuissances qui sont les États-Unis d'un côté et la Chine de l'autre.
Et ça fait quand même quelques années que beaucoup de dirigeants européens, beaucoup de citoyens européens, beaucoup d'acteurs de la société et de l'économie européenne se demandent un peu finalement où est l'Europe dans tout ça. Est-ce que l'Europe n'est pas quelque part ballottée entre ces deux superpuissances? Ou est-ce qu'elle peut trouver sa voie pour être à la fois, évidemment, un compétiteur de ces deux grandes superpuissances, notamment grâce à la taille de son marché intérieur, de sa population, de son niveau de vie, de sa capacité d'innovation, et aussi quelle est l'identité européenne, finalement, et les valeurs européennes que nous pouvons promouvoir face à cette confrontation entre la Chine et les États-Unis pour les années qui viennent. Au fond, cette idée, elle est simple. L'Europe ne doit pas et ne peut pas perdre cette bataille du numérique. Cette bataille pour exister, pour représenter une sorte de troisième voie, quelque part, entre les États-Unis et la Chine, dans le monde numérique de demain, qui est celui qui se construit aujourd'hui. À cet égard, moi, je voudrais dire que je trouve que les derniers mois, peut-être que la crise, là aussi, a produit un effet finalement assez positif, incite à un certain optimisme, parce que je trouve qu'il y a quand même une évolution assez forte qui s'est dessinée en Europe et des signaux très positifs. Il y a d'abord la solidarité qui s'est exprimée. Alors ça, vous allez me dire, ce n'est pas directement dans le numérique, mais la solidarité européenne face à la crise, les plans de relance européens, enfin, le plan de relance européen, cette capacité qu'on a eue quand même de trouver ces éléments de solidarité entre les pays de l'Europe du Nord, les pays dits frugaux, et puis les pays de l'Europe du Sud. J'aime pas trop cette opposition d'ailleurs entre les cigales et les fourmis, parce que je pense que c'est un peu superficiel, évidemment. Néanmoins, on peut quand même, je crois, aujourd'hui, se réjouir du fait que on a su créer ces éléments de solidarité. Ce n'était pas du tout évident. Et ça me paraît de bon augure pour l'avenir. Reste maintenant sur ce plan de relance européen à faire en sorte que le numérique y trouve toute sa place, qui doit être une place essentielle, parce qu'on sait tous bien que le numérique, les infrastructures, les applications, la 5G, notamment l'intelligence artificielle, l'Internet des objets, vont avoir un rôle absolument essentiel pour réussir la relance après cette crise sanitaire et économique. Et ceci, ça sera tout l'enjeu de ce plan de relance européen. Au-delà de ça, il est clair que l'Europe a accumulé beaucoup de retard et qu'il faut maintenant que, je dirais, on se mobilise tous à travers un certain nombre d'initiatives pour rattraper ce retard, là où c'est possible, ne pas s'engager non plus dans des combats perdus d'avance, et choisir un peu aussi les domaines dans lesquels nous voulons devenir, plus qu'on ne l'a été jusqu'à maintenant, un acteur de premier plan au niveau mondial. Pourquoi est-ce qu'on a accumulé du retard? On a accumulé du retard en particulier parce que dans notre secteur des télécoms, on a une situation en Europe, vous le savez, qui est tout à fait pénalisante. Bon, ça a été tellement dit que j'ai un peu des complexes à le répéter ici, mais quand même, rappelons cette réalité. On a en Europe, pardon, en France aussi, mais on a en Europe un paysage de télécoms qui est profondément fragmenté, une centaine d'opérateurs, par exemple dans le mobile, pour 500 environ millions d'habitants. Je rappelle qu'aujourd'hui, il y en a 3 aux États-Unis, il y en a toujours que 3 d'ailleurs aussi en Chine. Évidemment, quand on fait des plans d'investissement, par exemple pour la 5G, ce n'est pas tout à fait la même chose de le faire quand on s'adresse à un marché intérieur aussi gigantesque que le marché américain, ou a fortiori le marché chinois, avec un petit nombre d'opérateurs, que quand on le fait avec pratiquement 100 opérateurs mobiles sur le territoire européen. Le résultat de cette fragmentation, c'est qu'on est en retard. On est en retard, par exemple, sur la 5G aussi. Il y a déjà plus de 180 millions d'abonnés 5G en Chine. 180 millions d'abonnés 5G en Chine. Je vois des sourires dans la rare assistance que j'ai devant moi. Bon, voilà. Donc, vous voyez que nous, en Europe, on commence, et en
en plus au milieu de débats parfois un peu surréalistes. On estime qu'il y en aura 300 millions d'abonnés 5G l'année prochaine en Chine, 300 millions d'abonnés 5G en Chine. Vous voyez qu'on est, on est très très loin du compte aujourd'hui. Donc la 5G, c'est un défi qu'il ne faut pas manquer. Nous, en ce qui nous concerne, chez Orange, on a commencé à la déployer, la 5G. On a commencé même à la commercialiser. On a démarré en Roumanie il y a un peu plus d'1 an. On a lancé l'Espagne il y a quelques semaines. En ce moment, c'est au tour de la France. Bon, et j'espère là aussi qu'on va pouvoir lever les derniers freins, finalement, à la fois au déploiement des infrastructures et puis à l'adoption de la 5G par le grand public et les entreprises, parce que c'est aussi, vous le savez, une opportunité tout à fait exceptionnelle pour le monde de l'entreprise et de l'industrie. Ça sera un des beaux objectifs de l'année qui vient. Et puis, il y a toute la question du cloud, des infrastructures du cloud. C'est un marché qui, aujourd'hui, est complètement dominé par les grands acteurs américains en Europe, chinois aussi, plutôt sur la partie asiatique, et un petit peu en Europe, mais enfin, essentiellement les Américains en Europe, qui ont plus de 60%, fameux gamme Azure, du marché du cloud. Donc l'Europe, là, aujourd'hui, elle est un peu nulle part. Et je pense que pour l'Europe dans son ensemble, pour l'économie digitale européenne, c'est un objectif absolument central que de faire émerger des champions à l'échelle continentale, dans le numérique en général, et notamment dans cette question du cloud, de la gestion de l'ensemble du parcours de la donnée, dans un contexte où ces données vont devenir de plus en plus aussi essentielles avec l'arrivée de la 5G, qui va produire une nouvelle montagne de données, notamment à partir de tout le monde de la production et de l'industrie. Nous sommes, nous aussi, chez Orange, très engagés sur ces questions-là, à la fois sur le cloud lui-même, mais aussi sur ce qui est autour du cloud. Et je pense notamment à la cybersécurité, puisque finalement cette migration de l'ensemble de nos systèmes et de l'économie vers du virtuel et vers le cloud s'accompagne aussi d'un enjeu considérable autour de la sécurité des systèmes. Et là aussi, malheureusement, on a beaucoup vu ces derniers mois que c'était un point de faiblesse énorme de l'économie numérique, l'économie digitale. On a beaucoup investi dans cette question de la cybersécurité. Il y a encore beaucoup à faire, parce que là aussi, c'est un domaine qui est très fragmenté au niveau européen. Donc il y a beaucoup de projets, que ce soit dans le domaine du cloud directement ou dans des domaines adjacents, mais très importants aussi pour le cloud, que sont la cybersécurité, de consolidation européenne. Peut-être simplement une illustration de cet effort que nous devons faire, c'est le projet Gaia-X au niveau européen. Bon, Gaia-X, c'est pas exactement un projet industriel, au sens où c'est pas un projet dans lequel on va investir des centaines de millions ou des milliards d'euros pour constituer une infrastructure cloud. C'est pas ça exactement le sujet, mais c'est plutôt finalement une sorte de cahier des charges européen définissant un peu ce que c'est que la souveraineté numérique européenne aussi, et posant un certain nombre de conditions à ce que les différents acteurs de cette industrie, qu'ils soient d'ailleurs européens ou pas européens, parce que Gaia-X n'est pas fondé sur une exclusivité européenne. Gaia-X sera aussi ouvert à d'autres acteurs, mais que finalement l'Europe puisse garder, ou plutôt retrouver d'ailleurs, la maîtrise de ces datas et la maîtrise de l'ensemble d'ailleurs de la migration des systèmes vers le cloud, de l'ensemble de l'économie, de l'ensemble des entreprises et des administrations publiques. Donc cette question de la souveraineté de l'Europe en ce qui concerne ces données, et y compris bien évidemment le cloud, c'est une question essentielle sur laquelle, là aussi, Orange, à son niveau, mais avec l'ensemble de nos collègues aussi de l'industrie des télécoms en Europe, je pense à nos amis allemands notamment, et espagnols, nous sommes très engagés. Voilà en quelques mots ce que je voulais vous dire. Donc finalement, on savait déjà que le monde était entré dans une transition numérique et que la digitalisation, d'abord, est très engagée, mais surtout, je crois, peut être une formidable opportunité pour l'humanité pour résoudre un certain nombre de grands problèmes
que nous avons. Cette crise sanitaire peut agir comme un révélateur supplémentaire de cette nécessité de le faire. Elle peut permettre aussi peut-être à la fois d'accélérer certaines tendances. Moi, je suis convaincu que cette crise sanitaire va accélérer ce qu'on appelle la digitalisation de l'économie, de la société d'ailleurs, à l'évidence. Elle peut nous permettre aussi d'en corriger certains aspects ou en tout cas d'éviter que certaines dérives puissent survenir. Et je pense qu'elle constitue aussi une belle opportunité finalement, cette crise et les conséquences de cette crise pour le continent européen de reprendre l'initiative et de faire en sorte que l'Europe soit vraiment la troisième grande puissance du futur monde numérique. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci en tout cas de votre attention et très heureux d'être fidèle à l'IDAT, qui est un peu notre laboratoire d'idées et de retour d'expérience auquel nous sommes très attachés. Merci. I think with the COVID crisis has come the time for responsible businesses to emerge. It's true for businesses in general, and I believe it's true for digital technologies in particular. So what do I mean with being a responsible business? I mean businesses which do not seek to only maximize profit, as per the mantra of the 1970s, but businesses that truly are focused on finding profitable solutions to the problem of this planet and to the problem of the people of this planet. And first, it means that digital technologies, digital businesses have to look at themselves and see how they can behave more responsibly vis-à-vis environment and social issues. I think it's absolutely critical to face these issues and find solutions to the problems created by digital technologies and onboard them, not as a side benefit, but as something core to the way they operate. And of course, obviously, digital technologies have a big role to play in addressing the climate environmental crisis. I mean, a number of the tools that are being developed will be critical to get there, to help us go in that direction. And I believe, this is my background, I'm from finance, that finance and technology can play together a great role in addressing the challenges of this century. The transition out of the COVID crisis, the climate change fight, and also the social issues that are more pressing today. So I guess there is a coalition in the building between finance and technology. We both are kind of feared, but we both are expected to be part of the solution. So I'm very optimistic. Now is the time for responsible business.